Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. C'est bien, graisser, voilà. Graisser. Bon, vidéo spéciale aujourd'hui, je sens qu'on va bien rigoler et qu'on va bien se manger des commentaires négatifs aussi. C'est parti pour le top 10 des idées reçues à moto. Alors les idées reçues, les légendes urbaines, appelez ça comme vous voulez, il y en a absolument dans tous les domaines. Mais celles dans la moto, je sais pas, il y a un truc, je trouve qu'elles sont bien gratinées, tu sais, dans n'importe quel paddock de circuit, dans n'importe quelle foire à la saucisse, dans n'importe quelle balade en groupe, ça y va et ça les ressort et ça débat dessus, c'est génial. Du coup, on s'est dit qu'on allait en faire un top 10 en essayant de voir à chaque fois si c'est vrai ou si c'est faux. Hein, quand même, on est des gens sérieux, pas presque. Donc sans perdre plus de temps, on attaque avec le numéro 10 qui est... Un truc soft. Ouais, c'est bien, on perd pas les bonnes habitudes. Donc numéro 10, faire son rodage ne sert plus à rien. Bon, bah, celle-là, elle est clairement fausse, hein, même s'il y aura toujours un mec pour dire que les moteurs sont pré-rodés en usine, etc. Alors, déjà, c'est pas exactement le cas. Ils font juste tourner la moto pour vérifier que tout est OK. Mais s'ils parcourent plus de 3 km sur le banc déjà, c'est beau. Et je peux en témoigner, je l'ai vu en live. Oui, monsieur. Oui. C'est classe, tu Ouais. chez qui? Aprilia. J'ai vu la chaîne de production des RSV4 Factory à l'époque. Voilà. Et effectivement, ils la mettent sur un banc, ils la démarrent, ils roulent un peu, c'est tout. Après, ils ramassent les vis. Oh, je me sens soudainement très insulté. Mais sans déconner, t'imagines le temps et l'énergie que ça prendrait de faire rouler rien que 50 bornes chaque moto. Donc non, une moto, elle n'est pas rodée quand elle sort de l'usine. C'est pour ça qu'il est important sur les premiers kilomètres de ne pas stresser la mécanique, de laisser les jeux de fonctionnement se mettre en place. Je vous refais pas le détail, on en a déjà parlé ici. Hein. Juste, on n'oublie pas la révision des 1000 km parce que l'huile contient tous les résidus des premiers frottements entre les pièces. Donc cette vidange, elle est ultra importante. C'est clair, c'est très clair. Numéro 9, là on part sur l'inverse du rodage. Faire des rupteurs abîme son moteur. Bon alors si vous me posez la question, je réponds « No God !» Mais on est quand même obligé de nuancer un tout petit peu. Déjà, il faut comprendre le concept de rupteur. Un moteur, s'il n'y avait pas de rupteur, il pourrait théoriquement, j'insiste là-dessus parce que sinon la team premier degré va encore me péter les couilles, il pourrait théoriquement continuer à prendre des tours à l'infini. Bon, il y a forcément un truc qui casserait à un moment. Donc notre rupteur, il est là pour éviter ça en empêchant de dépasser un certain régime. Quand on l'atteint, le rupteur coupe la limage, le moteur descend en régime, si on reste accéléré, ça remonte, ça recoupe, etc. C'est pour ça que voilà, ça donne sur un moteur qui a un peu de mal à prendre ses tours, ça va donner un... Sur un moteur plus sportif, c'est plus du... Voilà. Tu fais vachement bien le Je fais choix. vachement bien le rupteur. Hein. Merci, c'est des heures d'entraînement. En tout cas, dites-vous que si le constructeur l'a placé à un régime donné, bah, c'est pour une bonne raison. Donc on peut l'atteindre, c'est pas grave. Ce qui est grave en revanche, c'est d'y rester trop longtemps. Mais même ça, trop longtemps. N'importe quel mec qui a été une fois dans sa vie au camping des 24 heures du Mans, il sait qu'il y a beaucoup de moteurs qui peuvent en encaisser pendant des heures avant de casser. Et quand ça casse, c'est essentiellement dû à de la surchauffe. Hein. Donc dans l'absolu, si tu tapes ton rupteur parce que tu as tiré ton rapport un petit peu trop, calme-toi, c'est pas grave. Allez, on passe au numéro 8, cette fois ça concerne le freinage. Les Durit Aviation font mieux freiner. Ça, je l'avais déjà expliqué dans notre Comment ça marche sur le freinage. Hein, voilà, c'est faux, tout simplement. Ça fait pas mieux freiner, c'est des durites. Ça sert à acheminer le liquide de frein. En revanche, là où c'est mieux et où je conseille à tout le monde d'en mettre, c'est que les durites d'origine en caoutchouc, quand les freins chauffent trop, elles se dilatent. Résultat, t'as beau serrer ton levier de toutes tes forces, au lieu que ton liquide il parte appuyer sur les plaquettes de frein, il fait gonfler la durite. Et t'es comme un con. Ou t'es mort, t'es mort, t'es mort. J'ai perdu le frein arrière une fois sur une descente de col. Ah, j'étais pas bien, hein. Plus rien. Voilà. Donc heureusement j'avais l'avant, j'ai des Durit Avia à l'avant, mais ouais. Ça surprend, ouais, ça surprend. L'avantage des Durit Aviation, c'est qu'il y a une gaine tressée en métal autour et ça les empêche de se dilater. Résultat, même si ton liquide de frein il est bouillant, la pression dans le circuit de freinage reste quasiment la même. Donc les Durit Aviation, ça fait pas mieux freiner, mais ça permet de garder un freinage constant. Allez, on enchaîne. Ah, une de mes préférées. N'importe quelle sportive peut prendre 300. On a tous vu hein, les vidéos de mecs où le compteur est bloqué à 2,99, parfois même avec des 600. Et ben, en réalité, quand le 299 il s'affiche, on est à minimum 20 km/h de les atteindre. Minimum. Ah là là, celle-là, elle va faire tellement de mal à l'ego de certains. Oui, je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais les constructeurs vous mentent. Ils vous flattent. Ils construisent des compteurs avec des marges d'erreur. Mais pas qu'en moto, hein, en voiture aussi.
Alors le pourcentage varie selon les marques, hein. Il y en a certaines qui exagèrent plus que d'autres, mais globalement pour des questions de légalité, ils affichent toujours plus que la vitesse réelle. Et comme c'est un pourcentage, plus la vitesse augmente, plus l'écart est grand. De toute façon, vous le savez au fond de vous, hein, vous avez déjà tous utilisé un GPS, vous avez forcément constaté un écart entre ce qu'il vous dit et votre compteur. Donc les motos capables de prendre réellement 300 km/h, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les premières, c'était le trio CBR Blackbird, ZX12R et bien sûr Hayabusa. Parce qu'au-delà de leur puissance, il y avait aussi leur aérodynamisme, hein, qui entrait énormément en jeu. Et ça compte, hein. Parole de mec qui n'arrive pas à se cacher derrière une bulle. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Bon, puis après, il y a les 1000 Hypersport, mais pas toutes. Seulement à partir du moment où elles ont commencé à faire dans les 200 chevaux. Eh dis donc. Oui. On ferait pas un petit top 10 là des motos les plus rapides du monde? C'est pas con ça. Ouais, je suis sûr qu'il y a des records. Ça vous chauffe? Ouais, dites-le en commentaire. Ah, moi ça me chauffe. Hein. En tout cas, la prochaine fois qu'un mec vous parle de ses 300 km/h en GSX-R 750, 300 km/h, les amis. là vous avez l'autorisation de vous foutre de sa gueule. Numéro 6, on va parler de bruit, puisqu'à votre avis, est-ce que le célèbre adage « Loud pipes save lives », c'est-à-dire est-ce que les échappements bruyants sauvent des vies, est vrai? Eh bien scientifiquement, c'est faux. Enfin, c'est ce que dit une étude réalisée en Roumanie en 2020. Roumanie! En gros, ils ont cherché à savoir exactement à quel point on pouvait entendre une moto quand on roule en voiture, en recréant différentes situations. Et leur conclusion, c'est que c'est faux, puisque en tant qu'automobiliste, on n'entend le motard que quand il est à notre niveau. À 15 mètres de distance, il faudrait qu'il produise au moins 135 décibels. Olivier! Tu vas me niquer les batteries. À ce niveau, vous avez les oreilles qui saignent, hein. Un avion qui décolle, c'est seulement 125 décibels. Alors moi je dis pourquoi pas, ils ont essayé de faire ça bien, avec le conducteur dans sa voiture insonorisée, avec sa musique, etc. Mais force est de constater que dans la réalité, il y a énormément de situations où se faire entendre, ça peut sauver des vies. Et sans forcément faire beaucoup de bruit, hein. Déjà au niveau des piétons, vous avez vu à quel point c'est chaud avec les véhicules électriques. Il manque de s'en manger tout le temps, en ville c'est un parcours du combattant. Donc je suis désolé, mais pour avoir longtemps roulé avec une moto vraiment bruyante, oui, ça fait une différence. Celle-là, pour moi, elle est vraie. Bon, pour les Roumains, c'est faux. C'était vraiment très intéressant. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Allez, idée reçue suivante, s'abonner à la chaîne YouTube Motorcycle apporte bonheur et fortune, répare les véhicules à distance et garantit le retour de l'être aimé. Évidemment que tout ça, c'est vrai. Allez-y, testez, vous verrez bien. Et activer la cloche, ça fait fuir les mauvais esprits. Eh ouais. C'est cela, oui. Bon, plus sérieusement, numéro 5, mettre de l'E10 dans sa moto n'est pas une bonne idée. Oui. Mais quand même, non. Celle-ci, elle est un peu technique, on peut pas trancher directement. Déjà, là, on parle bien de samplon 95E10, hein, pas de super éthanol 85. Ça aussi, on a fait une vidéo dédiée. Je vous laisse le sujet si ça vous intéresse. Le 95E10, c'est un peu différent, c'est du samplon avec juste 10% de bioéthanol dedans. Il a débarqué en France il y a un peu plus de 10 ans pour remplacer le 95 classique. Évidemment, tout le monde a commencé à gueuler que c'était plus corrosif, que ça allait abîmer les moteurs et les circuits d'essence. Bon, bah, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais entendu personne avoir de soucis à cause de ça, hein. Cependant, je roule qu'au 98. Mais c'est parce que j'ai des véhicules performants et que j'ai envie de bien les traiter. Le X-Max performant? Bon, oui, ok, lui, je lui mets de l'E10, parce qu'il n'est pas performant. Mais aussi parce qu'il est plus récent, par contre. Effectivement, quand c'est arrivé, les constructeurs ont quand même préconisé d'éviter d'en mettre dans leurs véhicules construits avant les années 2000. Mais globalement, tout ce qui a été construit après 2010, il n'y a absolument aucun risque. Donc entre ces deux périodes, vous faites comme vous le sentez. Moi, je préfère éviter le 10 autant que possible, c'est tout. Allez, on passe maintenant sur un grand classique pour notre numéro 4. Changer l'échappement fait gagner des chevaux. Non! Bon, c'est totalement faux, évidemment, hein. Ça aussi, j'en avais un peu parlé dans un Comment ça marche. T'as pas l'impression de forcer au niveau des vignettes là? Bah écoute, on en a parlé dans d'autres vidéos. C'est important que les gens ils les regardent s'ils les ont pas vus. C'est vrai. Et puis ça fait des vues. Bah voilà. Ah, alors, allez regarder. Bref, vous allez gagner du poids, vous allez faire un meilleur bruit, ça va être plus joli, mais ça va pas améliorer vos performances. Arrêtez de croire ça. Sur les motos modernes catalysées dans tous les sens, même quand tu retires l'échappement, ça fait toujours un bruit d'aspirateur, c'est vraiment flagrant. Mais même sur des anciennes où ça libérait les gaz, hein, bah, vu que derrière les carbus ou l'injection était rarement réglée en conséquence, ça pouvait pas marcher mieux. En revanche, cette sensation-là, on peut quand même l'avoir grâce à deux choses. Le bruit, c'est que ça conditionne énormément le ressenti. Et ensuite, bah, ça peut créer des trous dans la courbe de puissance, donc des à-coups, qui peuvent donner une sensation de coup de pied au cul. Mais c'est tout, ça, non, ça ne marche pas mieux.
Bon, c'est déjà l'heure du top 3 avec un autre grand classique. De toute façon, à ce niveau, c'est plus que ça, de la crème de conneries. Et donc on attaque avec la plaque d'immatriculation recouverte de vernis qui empêche de se faire flasher. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. La plaque anti-radar à pas cher, hein. Enfin, ça dépend des versions de l'histoire. T'as celle où tu mets n'importe quel vernis, style de la laque pour cheveux, et ça fonctionne. Non. Et encore mieux, t'as le produit soi-disant exprès pour, qui coûte une turbo-couille. Non seulement ça fonctionne toujours pas, et en plus vous aurez perdu 50 balles. Alors après, vous pouvez toujours vous amuser à essayer, hein, mais si vous perdez votre permis, faudra pas venir vous plaindre. En vrai, le seul truc qui fonctionne à peu près, c'est des plaques avec un revêtement spécifique, sauf qu'elles sont cramées direct, en plus d'être illégales. Autant dire que si vous vous faites choper avec ça, vous allez manger tarif. Donc non, désolé, pas de système miracle ou sans risque pour éviter les flashs. Numéro 2, il est obligatoire de changer son casque tous les 5 ans ou s'il tombe par terre. Faux et faux. Enfin, je vais apporter quelques nuances quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, légalement, il n'y a rien qui vous oblige à changer de casque. Cette date des 5 ans, elle vient de la compétition, où là, oui, il faut que votre casque ait moins de 5 ans pour avoir le droit de courir. Sur la route, vous faites ce que vous voulez, mais après, c'est une question de bon sens, hein, parce que les matériaux vieillissent et donc sont moins efficaces pour vous protéger le jour où vous chutez. Pour avoir été longtemps, très longtemps dans l'univers des casques, moi, je dirais que je préconise, allez, 5 ans max pour les marques entrée de gamme et 5 à 10 ans pour les marques milieu et haut de gamme. Concernant la chute, c'est plus délicat. Déjà, si vous tapez avec la tête dedans, oui, vous changez votre casque. Il n'y a aucun débat. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le calotin, qui est une couche de polystyrène. En polystyrol. En polystyrol. Qui absorbe le choc en se compressant. Et ça marche qu'une fois. Mais si le casque vous échappe des mains ou tombe de votre selle et qu'il n'y a rien dedans, donc pas de poids pour écraser le calotin, c'est un choc de surface et la coque, généralement, elle est largement capable de l'encaisser. Cependant, s'il tombe régulièrement ou de très haut ou qu'il dévale un escalier, bon, moi perso, là oui, je change. Question de bon sens. Et nous voilà arrivés au numéro 1. Les motards en BMW sont tous des cons qui disent pas bonjour. Ce niveau de troll. Désolé, elle est facile. Bon, elle est fausse évidemment, heureusement, il y a des gens bien en BM. Mais avouez, combien d'entre eux disent jamais bonjour ou merci? Bon, c'est moins le cas maintenant, mais pendant longtemps, BMW, c'était vraiment réservé à une clientèle élitiste, hein, donc les mecs se sentaient au-dessus. Hein, mentez pas, soit vous vous êtes pris des maxivants, soit vous conduisiez une BMRT et vous voyez très bien ce que je veux dire. How dare you! Bon voilà, ce top 10 est maintenant terminé, on espère que ça vous a plu. On vous laisse débattre de ces idées reçues en commentaire et on compte sur vous pour en ajouter d'autres. Comme ça, on fera peut-être une suite, hein, qui sait. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Hein. En attendant, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Il y a les liens en description. Il y a ceux de Leaders Shop aussi. Hein. Merci à eux de nous accueillir pour tourner. Et puis, prenez soin de vous. Et à bientôt sur Motorcycle. J'ai rien dit cette fois-ci, tu vois. J'ai voulu changer, varier. Style de la laque pour cheveux et ça fonctionne. Pour cheveux? Pour cheveux. Parce que quand je ferme ma gueule, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas mal. Non. Voilà.